Merci beaucoup. Je voudrais commencer par vous saluer vous tous. J'étais élu, je n'avais pas 39 ans. J'avais 38 ans et 44 jours. Parce que je suis né le 13 décembre 68, c'est clair. Et donc, je n'avais pas encore 39 ans, c'était le 13 décembre 2006, j'avais 38 ans. Le 13 janvier, j'avais 38 ans et 1 mois. Et le 27, s'il faut ajouter 14 à 13, donc j'avais presque 38 ans et 44 jours. Alors, mesdames et messieurs, comme à l'accoutumée, je vais déroger à la règle. Aujourd'hui, c'est avec la presse que j'ai voulu partager ces 9 ans. Mais comme le début de chaque année nous projette dans une nouvelle dynamique, l'enjeu de ma communication de ce jour, à l'occasion du 9e anniversaire de mon élection comme gouverneur de province, vous convie non seulement à un regard partagé, lucide et responsable sur les quelques faits et événements qui dominent l'actualité dans notre province en particulier et dans notre pays en général, et cela sur le plan sécuritaire, socio-humanitaire, éducatif, développemental et politique, mais aussi et surtout, elle vous convie à une réflexion autour de la signification du chiffre 9 et de 9 ans. Comme d'aucuns pouvaient le constater d'emblée, il ne s'agit pas, comme venait de le dire M. Siboman tout à l'heure, de la présentation du bilan du gouvernement provincial pour l'année 2015. Qu'il me soit donc permis, avant toute chose, comme je le fais toujours, et c'est par reconnaissance à lui, de rendre grâce à Dieu Tout-Puissant par la seule volonté de qui j'ai été élu. C'était le samedi 27 janvier 2007, entre 10h30 et 11h. Grâce à son génie, à sa bonté et à son amour envers ma modeste personne, au-delà des vicissitudes de la vie, de mes faiblesses et de mes forces, je continue à présider aux destinées de cette province. À cette occasion aussi, je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire à son Excellence Joseph Kabila Kabange pour ses 15 ans accomplis, ce 26 janvier 2016, depuis qu'il préside aux destinées de la République démocratique du Congo, et lui réitérer ma reconnaissance, lui qui ne ménage aucun effort pour la pacification de la partie est de la République démocratique du Congo et pour œuvrer en faveur de l'édification d'un Congo tourné vers la modernité et la prospérité à travers la consolidation des fondements de l'État et la modernisation des infrastructures sociales de base. Qu'il en soit donc remercié pour tout cela. Je ne saurais oublier la distinguée première dame, Maman Olive Lembe Kabila, son épouse, présente dans la ville de Goma, à qui je renouvelle également mes vœux les meilleurs pour cette année 2016. Je voudrais aussi profiter de l'occasion pour remercier ma très chère épouse qui m'a accompagné durant les 9 ans, qui a beaucoup prié pour que finalement je continue aujourd'hui à parler devant les médias. Je remercie de vive voix pour leur accompagnement, leur soutien et leur sacrifice, spécialement les honorables députés provinciaux qui m'ont élu, parce que c'est grâce à eux que finalement je suis devenu gouverneur. Je voudrais remercier les membres du gouvernement, ceux qui sont partis comme ceux qui sont présents, par les efforts de qui nous avons ensemble mené l'action gouvernementale.
Je voudrais remercier les membres du comité provincial de sécurité, les forces armées, la police nationale, les services de sécurité, la MONUSCO pour ces inlassables efforts, tous mes collaborateurs, les membres de la Fédération des entreprises du Congo, tous les partenaires au développement, les ONG humanitaires, les services étatiques, para-étatiques, bref, tous ceux qui de près ou de loin ont aidé à l'édification des Nord Kivu. J'encourage toutes ces forces vives de la province du Nord Kivu de rester sereines dans l'effort collectif engagé au service du citoyen, surtout dans la conjoncture que la province traverse en faisant face aux tueries, à la barbarie humaine, à l'activisme des groupes armés, etc. Je les prie de nous prêter leurs mains fortes pour cette année 2016. Également, je réitère mes vœux de 2016 à toute la population du Nord Kivu et spécialement à vous, les hommes et les femmes des médias, à vous, les journalistes, qui, par vos contributions multiples, vous favorisez l'éclosion de la culture démocratique dans notre province. Je sais que chez nous, cette culture est mieux vécue qu'ailleurs. Mesdames et messieurs de la presse, à l'occasion, j'ai proposé de réfléchir avec vous sur la signification du chiffre 9, comme nous commémorons le 9e anniversaire de mon élection à la tête d'une province aux réalités sociologiques complexes. 9 ans durant, en communion avec les couches sociales de la population, notre avènement à la tête de cette province est plein d'enseignements et de leçons pour moi-même et pour tout observateur averti. En effet, les années se suivent mais ne se ressemblent pas. Chaque jour qui passe consolide les traces du passé, en gravant dans la mémoire de l'histoire nos succès et nos échecs, nos qualités et nos défauts. L'aurore de chaque matin nous invite à trouver un nouveau refrain de la vie pour lutter contre les forces du mal qui hantent chacun afin que nos rêves de paix, de prospérité et de bonheur collectif deviennent une réalité. Cette célébration n'est pas qu'une simple occasion, somme toute passagère. Elle est plutôt porteuse de fortes significations qui traduisent la profondeur des pactes de loyauté et de fidélité à la population. Pendant 8 ans, nous avons fait de cette commémoration une occasion annuelle pour marquer une pause et nous interroger sur les réalisations que le gouvernement provincial a accomplies et sur les défis qu'il affronte. Aujourd'hui, nous commémorons cet anniversaire avec un peu de singularité. Singularité de par son rituel et son contenu. En fêtant ce 9e anniversaire, il y a lieu de considérer que nous bouclons un polygone à 9 côtés, appelé techniquement anéagone, en réalisant ainsi jour pour jour ce que je peux appeler une anéade. En fait, 9 est le plus haut nombre à un chiffre dans le système décimal. Le chiffre 9 est plein de symbolisme, de significations et de portées dans plusieurs domaines. En biologie, par exemple, 9 mois de gestation sont nécessaires pour les humains. 9 corps célestes ont été considérés comme des planètes de 1930 en 2006. Le 9 est le nombre associé à Jupiter et à Vénus, qui sont les astres les plus harmonieux, qui produisent la passion, l'émotion, la tempérance et le bonheur, en nous permettant de découvrir la vie sous un aspect plus développé. Le 9 symbolise un chemin de vie qui favorise les voyages, et cela de bien des manières. Voyage au pays de l'innovation, du talent, de la finesse et de la classe. Voyage au cœur de l'amour, voyage vers l'humanisme et vers l'essence
de l'abnégation. Voilà pourquoi il nous faudra être davantage prêts à affronter les défis qui nous guettent pour une cause humanitaire, pour une cause de paix, de succès et de prospérité dans notre province. Pour avoir longtemps souffert, au Nord Kivu, nous connaissons le prix de la paix mieux que quiconque. Cette année doit donc être le chemin de vie qui promet beaucoup de sérénité, d'expériences variées, d'inspiration, d'espoir suscité, de surprises vécues et de challenges gagnés afin de confirmer notre propension à se créer un havre de paix ainsi qu'à fuir tout ce qui peut perturber la quiétude. Mesdames et messieurs de la presse, comme vous pouvez vous en rendre compte, à travers cette réflexion, le nombre 9 est la marque à la fois d'un accomplissement et d'un engagement, ou mieux d'une détermination, qui permet d'ouvrir les horizons et d'élever les consciences. Comme beaucoup, vous rêvez d'un Nord Kivu pacifié, d'un Nord Kivu sans les terroristes ni ADF, d'un Nord Kivu sans les FDLR, d'un Nord Kivu sans aucun groupe armé, d'un Nord Kivu sans kidnapping ni braquage. Mais vous n'êtes pas un simple rêveur et faites tout pour être les meilleurs artisans ou mieux les meilleurs citoyens qui soient afin de contribuer à ce cercle vertueux auquel vous croyez ou auquel nous croyons. En vous associant à ces chiffres 9, vous tous témoins de notre gouvernance à la tête de la province du Nord Kivu et de nos actions, je voudrais vous inviter à méditer sur les valeurs élevées de paix, de solidarité et de dialogue qui nous unissent et qui nous portent les uns et les autres afin que 2016 soit une année d'audace, de décisions fortes et de providence pour relever les défis qui guettent la société. Mesdames et messieurs de la presse, pour baliser les chemins parcourus pendant l'an dernier, nous avions établi, comme à l'accoutumée, une feuille de route pour guider nos actions. En plus de ce que cette feuille de route a été ambitieuse, il convient de considérer les grandes préoccupations de l'heure qui ont marqué tout notre pays et pour lesquelles nous devons nous mobiliser pour arriver à des solutions qui pourraient réduire les effets néfastes de ces fléaux. Voilà pourquoi, pour cette année 2016, outre mobiliser les forces vives de la province à se préparer pour prendre part aux échéances électorales et autres grands rendez-vous qui pointent à l'horizon, nous comptons poursuivre avec les actions en cours d'exécution telles que, primo, contribuer comme à l'accoutumée à la pacification de la province et à la sécurisation des personnes ainsi que leurs biens, en joignant nos efforts à ceux du chef de l'État et du gouvernement central. En m'élisant pour présider à la commande de cette province, ma conscience m'avait aussitôt interpellé sur les lourdes responsabilités qui incombent à la fonction d'un gouverneur d'une province qui saignait de tous bords, surtout sur le plan sécuritaire, car ayant hérité des contextes sécuritaires délicats. Ainsi, avec mes collaborateurs durant les 9 ans, nous avons été confrontés dans le seul registre sécuritaire à environ ce que j'appelle les 9 fléaux ou les 9 défis pendant 9 ans. Premier défi ou premier fléau, la fracture sociale, consécutive à l'instrumentalisation des communautés et groupes armés par certains faiseurs d'opinion et des intérêts divers. Ça, c'est un grand fléau que nous avons trouvé, ce que j'appelle l'ethnicisation de la vie sociopolitique, où les uns s'appellent Grand Nord, les autres Petit Nord, mais qu'on a changé à Grand Sud pour que tout le monde s'appelle Grand. Deuxième fléau ou deuxième défi,
l'insécurité due à l'activisme et la prolifération des groupes armés locaux, sociologiquement et politiquement tribaux. En fait, pendant que les autres provinces de la République se lançaient déjà sur les rails du train de la reconstruction et du développement, mobilisant leurs énergies et leurs ressources intellectuelles et techniques pour la visibilité des 5 chantiers initiés par le président de la République, au Nord Kivu, par contre, nous étions partagés entre 2 fronts, celui de la reconstruction et du développement d'une part, et celui de la défense et de la sauvegarde de l'intégrité du territoire national d'autre part, avec des groupes armés locaux qui sont polarisés autour des tribus, autour des communautés, comme je venais de le dire. Troisième fléau, troisième défi, la rébellion du CNDP qui a tenté à 2 reprises d'investir la ville de Goma en 2007, au lendemain de mon élection, et en 2008. Quatrième fléau, quatrième défi, c'est le désastre humanitaire lié à l'afflux de déplacés et réfugiés, à la prolifération des camps, aux violations des droits humains, ainsi qu'aux blessés de guerre. Cinquième défi, les relations en dents de scie entre l'Assemblée provinciale et l'exécutif provincial suite au tâtonnement lié à l'apprentissage de la démocratie dans un environnement teinté d'insécurité, avec pour conséquence des motions de défiance ou des motions de censure aux intérêts inavoués initiés par des cercles centraux et périphériques. Sixième défi, au fléau, la problématique des FDLR face à la mise en œuvre du communiqué conjoint de Nairobi de 2007. Septième défi, la guerre importée, dite du M23, et je considère comme et toujours le cheval de Troie. Huitième défi, les attaques des EDF et massacres des populations civiles. Et enfin, le 9e fléau ou 9e défi que nous avons connu pendant les 9 ans, c'est le banditisme urbain, le kidnapping et le braquage, qui est un nouveau défi qui est venu s'établir en fin 2014-2015. Secondo, au cours de cette année 2016, le gouvernement provincial, contrairement aux années antérieures, va se focaliser sur ce qu'on appelle, en termes techniques, le paiement de la dette publique intérieure. Parce que la province avait pris des engagements pour exécuter certaines politiques publiques et faire face à certains défis en servant d'intérêt public. Cette paie de la dette publique intérieure est une façon de dynamiser davantage l'économie de la province. En fait, en démocratie sociale, l'État est aussi un acteur économique normal. Il est conscient de la nocivité d'un endettement excessif au point où le privilège étatique, issu de la loi du plus fort, c'est-à-dire droit d'élever l'impôt par la violence, ne permet pas pour autant à l'État de s'affranchir des lois économiques. Tertio, au cours de cette année 2016, nous allons poursuivre et ou finaliser les projets ayant été lancés ou débutés, notamment les travaux d'asphaltage et de la modernisation de la voirie de Goma et surtout de Butembo. La voirie de Goma, pour ceux qui ne le savent pas, a connu un financement pour près de 7 km par le gouvernement provincial. Nous avions commencé par ce que nous avions appelé kilomètre témoin. Ce n'était pas 1 kilomètre, c'était 2 kilomètres. Mais le terme kilomètre témoin, c'était une phraséologie. Et 2, nous sommes passés par la route Virunga qui va du rond-point Signerse en allant vers le marché Virunga. Pour ceux qui ne le savent pas, il faut que l'opinion le sache, c'est le financement à 100% du gouvernement provincial. Il faut que les gens le sachent. Ce n'est pas le financement des opérateurs économiques. Les opérateurs économiques sont des partenaires
pour une taxe de 20 francs. Et il faut vous imaginer, pour avoir $1 million, il faudra combien de 20 francs. Donc c'est le financement du gouvernement provincial qui a mobilisé les moyens pour la route Rond-Point-Siniers jusqu'à Virunga. Et là, nous avons bénéficié de l'accompagnement de la première dame qui a sorti une première tranche de $300 000 pour achever la partie supérieure qui va vers ce que nous appelions à l'époque Chebouinika. Mais le reste du Rond-Point-Siniers en montant, c'est financement gouvernement provincial 100%. Troisième tronçon, la rue qui passe par Kadeko, financement propre gouvernement provincial. Troisième tronçon, l'avenue Bukavu qui passe par la mosquée et la bretelle qui va vers la mosquée, gouvernement provincial. Donc l'ensemble de la voirie que vous voyez ici, et y compris la partie qui va du Rond-Point-Siniers en allant vers Katindo jusqu'à l'entrée du camp Katindo, cette partie-là de 15 mètres, donc 12 mètres de chaussée et 1,5 mètres de part et d'autre de pavés, c'est financement aussi du gouvernement provincial. Donc dans la ville de Goma, nous avons débloqué suffisamment de millions pour que aujourd'hui, effectivement, les noms de la poussière changent et que finalement, les gens qui parlaient sans savoir l'environnement dans lequel nous étions commencent à manquer beaucoup plus à dire. Deuxième chose cette année, nous allons renforcer l'équipement en matériel de l'école du cinquantenaire à la hauteur de son ambition à travers les sections qu'elle organise, à savoir la pétrochimie, l'aviation civile, la construction et l'électronique, afin de former une génération d'excellents ingénieurs qui participeront à la reconstruction et au développement de notre chère province. C'est un projet très ambitieux et c'est tout à fait normal que beaucoup de gens ne comprennent pas quand ils arrivent à l'école du cinquantenaire. Troisième action que nous allons poursuivre cette année achevée, c'est le parachèvement de l'ISDR Nyamilima que nous avons déjà lancé en territoire de Rutshuru et qui a déjà bénéficié de suffisamment de fonds, et cette année nous devrions le parachever. Quatrièmement, nous devrions parachever les travaux du traçage de la route Mwenda-Kikingi que nous avions commencé à l'époque en territoire de Beni pour désenclaver cette partie, parce que pour quitter Kamango ou Nobili et venir à Beni, il faut faire autant de kilomètres, des centaines de kilomètres, alors que Mwenda Kikingi ici c'est ouvert, c'est à très peu de temps, on y est arrivé. On avait suspendu les travaux parce qu'il y avait une contrainte de l'ICSN qui demandait qu'il y ait un contrat avec lui parce que nous devrions toucher sur des espaces dans le parc national, les espèces, certaines espèces halieutiques ou même forestières, et que donc il fallait que l'ICSN soit associé à ce projet pour ne pas heurter certaines espèces rares dans le parc de Virunga. 5. Nous allons poursuivre le paiement de bourses d'études en faveur des dignes fils et des dignes filles de la province. C'est aussi un projet très ambitieux, mais qui matériellement n'est pas visible. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens, surtout des intellectuels du Nord Kivu, ne pensent qu'à ce qui est visible au lieu de penser à ce qui va produire la visibilité même 10 ans après. Et nous pensons que ce qui est important, c'est d'investir dans ce qui produira la visibilité même 10 ans après. C'est pourquoi nous finançons les bourses d'études. Et les étudiants sont notamment en Corée du Sud, au Cameroun, au Brésil, au Kenya, en Belgique. Et d'autres seront envoyés dans des pays membres des régions francophones dont je suis le vice-président et mon mandat court jusqu'en 2017. Et c'est dans une vision que nous avions appelée Perspective 2020, qui consiste à former dans différents domaines de la vie 20 docteurs en thèse d'ici 2020. Et l'un de ces produits de la province qui vient d'obtenir sa première thèse, je ne cesse jamais de le dire, c'est M. Edison Nyonsaba, qui est déjà au pays et qui vient d'être reconnu professeur par le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire. Et pour ceux qui ne le savent pas,
voici la première thèse que la province a produite. C'est une thèse en économie, financée depuis ses débuts jusqu'à la fin à l'école doctorale des sciences de gestion. C'est à l'université Yaoundé 2 et c'est obtenu avec la plus grande mention par M. Nyonsaba Sebigunda Edison le 29 octobre 2014. Donc nous pouvons nous réjouir que dans notre vision de produire des professeurs, nous avons déjà un qui s'appelle Edison Nyonsaba. C'est un brillant que nous avions recruté à l'époque en 2010 ici à Goma. Et aujourd'hui, il est professeur reconnu par le ministère pour avoir obtenu sa thèse. Une deuxième thèse va être produite cette année au Brésil, dans l'agroforesterie, je crois, par un ingénieur qui s'appelle Kavuya Jano. Une troisième thèse est en préparation à Yaoundé. Une quatrième thèse, on la finance à l'université libre de Bruxelles. Et une cinquième, une sixième et une 20e. Et nous pensons que d'ici 2020, nous allons arriver à cette vision. Et moi, nous croyons que ça, c'est d'ailleurs mieux que faire 1 kilomètre de route. Parce que ces gens formeront des milliers et des milliers de Congolais pour l'éclosion d'une démocratie, d'un développement harmonieux. Malheureusement, certaines personnes ne voient pas ça comme de grandes valeurs. Il faut que les médias aident à pouvoir propager ce genre d'action, parce que sans courir le risque de parler de moi-même, je crois que le Nord Kivu est la seule et l'unique province qui a des boursiers à l'extérieur du pays et qui vient de produire une thèse. Je peux mettre quiconque au défi, et vous êtes les hommes des médias, allez fouiller dans les annuaires de gouverneurs. Je ne sais pas si vous aurez ceux qui ont produit des thèses par le financement des fonds propres d'une province. Alors cette année, à part les financements et l'appui à nos 8 boursiers qui sont en Corée du Sud, je tiens à vous dire que nous avons parmi les 8 boursiers 3 qui viennent d'être retenus comme des assistants en Corée du Sud. Ils donnent cours aux Coréens et en coréen, les enfants de Goma qui sont retenus en Corée du Sud par leur brillance, par leur capacité élevée. Et un vient d'être pris par la multinationale Samsung, qui est un génie en électronique. Samsung l'a piqué à l'université d'Aïgou et nous a dit qu'en échange, il pourra nous accorder quelques bourses pour ne pas louper cette valeur du Nord Kivu que nous avions envoyée là-bas. Malheureusement, et ça je n'hésiterai jamais de le dire, il y a une fille qui avait fui la Corée du Sud parce qu'ils étaient 9. Une fille a fui pour venir se marier et les 8 sont restés. Ils sont là-bas. C'est une manière d'interpeller les filles. Quand on vous accorde une bourse, accordez de la valeur à cette bourse-là, parce que c'est ça qui va fonder votre avenir. Cette année, nous allons poursuivre les projets d'électrification de Kirumba. Je pense que vous avez suivi la réception des conteneurs qui amenaient les turbines là-bas par le ministre provincial en charge de l'énergie et des ressources hydrauliques. Cette année, nous devons électrifier cette cité. Cette année, nous allons finaliser le pont Mema et je crois que d'ici quelques jours, nous serons à Massissi pour devoir l'inaugurer parce que ce pont fait suite à un premier pont que nous venions d'inaugurer, le pont Bihambwe. Dès que nous avons achevé ces 2 ponts, c'est alors que nous allons passer à l'étape suivante des routes. Alors, mesdames et messieurs, maintenant s'agissant de cette année, nous allons finaliser ce projet. Mais pour cette année, il convient d'indiquer que la priorité des priorités pour le gouvernement provincial, ça sera l'ouverture de la route Sake-Massissi-Walikale. Pour nos gouvernements, nous pensons que si nous faisons cette route seule, cette année, elle nous suffit comme réalisation. Et je l'ai dit devant les médias, si à la fin de cette année, je n'ai pas d'autres réalisations, ne me demandez pas. Moi, je crois que si j'arrive avec mon gouvernement à ouvrir la route
SAC, Masisi, Walikale, permettre que les gens quittent ici à 6 heures et à midi, ils sont à Walikale, c'est mieux que tout ce que nous pouvons encore faire dans cette province, au-delà de ce que nous avons déjà fait. Parce que Masisi et Walikale sont restés longtemps désenclavés et surtout, nous devons viser Walikale où un sac de ciment vous coûte entre 50 et 60 dollars parce qu'il faut l'amener soit par avion, soit il faut l'amener à partir de Kisangani. Et ça fait pitié quand vous arrivez à Walikale, une contrée d'où sortent tous les minéraux du monde, mais où les maisons font pitié lorsqu'on les voit, parce que tout simplement, on ne sait pas y investir. Et je vous ai dit ici que dans les prochaines années, Walikale et Beni seront les 2 grands foyers de production du cacao au monde. Parce qu'il y aura une carence de 500 millions de tonnes de cacao d'ici 10 à 15 ans, et que c'est à partir de Walikale où on pourrait produire du cacao. Et donc pour nous, nous devons, et c'est un défi, je l'ai dit publiquement, nous lançons ce défi, le 30 juin 2016, nous irons avec vous tous ici réunis à Walikale pour aller faire le défilé du 30 juin à Walikale, en passant par la route que nous aurons fait sur le financement du gouvernement provincial avec l'office de route. Parce que les ONG nous ont depuis longtemps dit qu'on a affecté 10 millions, d'autres 5 millions, d'autres autant de millions, mais finalement nous n'avons jamais vu ces millions-là parce que les gens continuent à se lamenter. Maintenant nous nous prenons en charge. S'il y a des ONG qui m'écoutent, qu'ils viennent à mon aide et non pas à moi, à leur aide. C'est la province qui prend les leads de ce projet et les ONG qui veulent s'associer à nous, qu'ils nous rejoignent. Parce qu'on a trop parlé des fonds, de telles coopérations. Je ne vais pas citer les pays pour ne pas être les sensibilités diplomatiques. Alors, outre cette priorité, les actions ci-après sont aussi inscrites dans notre feuille de route pour la période 2016-2018. 2016-2018, ce sont des projets de budget pluriannuel. Lorsque nous serons arrivés à Walikale avec les engins de l'office de route, le projet que nous allons commencer à Walikale, c'est directement l'aérodrome de Walikale. Donc, nous arrivons à Walikale après avoir ouvert Walikale, on fait 1000 mètres, on fait un aéroport à Walikale pour cesser d'atterrir sur la route. Et ça, c'est un défi pour 2016. Deuxième grande action, ou troisième peut-être, cette année, nous avons mis dans le budget une valeur de 750 millions de francs, c'est à peu près 800 000 dollars, pour la construction de l'Inigom. Pourquoi nous avons ciblé l'Inigom? Parce que depuis un certain temps, il y a beaucoup de problèmes là-bas. Nous voulons délocaliser cette grande université du centre-ville pour qu'il aille là où elle a sa concession. Si nous réussissons cette année et l'année 2017 à pouvoir construire cette université de Goma, c'est une promesse du chef de l'État et nous, comme ses représentants en province, nous ne pouvons qu'exécuter ce que le chef de l'État dit. Il a promis une université à Goma et nous l'avons inscrite dans notre budget et nous y allons. Nous pensons que si nous consommons les 750 millions de francs congolais, à peu près 800 000 dollars cette année, nous pourrions déjà construire les bâtiments administratifs, les auditoires essentiels et permettre peut-être que la rentrée académique prochaine, tous les étudiants soient délocalisés là-bas. Comme ça, les guéguerres dans la ville vont cesser de nous distraire pour nous permettre de nous occuper d'autres choses. Quatrième action prévue dans le budget pluriannuel de cette année, c'est la construction à Beni d'une école technique à l'instar de l'école du cinquantenaire. Parce que nous voulons créer deux pôles de formation. Un pôle à Goma avec l'école du cinquantenaire et des options qui sont spécifiques. Un pôle à Beni avec une autre école de ce genre, avec des options spécifiques différentes de celles qui sont ici, pour permettre que ce soit les deux écoles pilotes, ou au moins, après les Belges, il faut que les gens disent « je vais dans telle école » qui a été construite par des Congolais. Parce qu'il ne faut pas, commencer à briser les mythes de la colonisation.
Parce qu'il faut toujours dire l'Institut Saint-Paul, Institut Al-Fajir, Institut ceci. Mais nous aussi, au gouvernement provincial, nous voulons qu'on dise demain, école du cinquantenaire construite par les Congolais. École technique telle construite par ceci. Nous voulons, dans un plan pluriannuel, après Butembo, pouvoir asphalter, commencer le début d'asphaltage vers la fin de cette année de quelques acteurs de la ville de Beni également, parce que nous ciblons les trois villes, Goma, Butembo et Beni. Nous voulons, dans un budget pluriannuel, procéder au lancement de projets de modernisation des villages. Parce que nous avons des villages, mais qui sont dépourvus de services sociaux de base, eau, électricité, petite voirie. C'est là pour nous, et de par notre formation, ça peut freiner l'exode rural. Quand au village, on peut accéder à l'eau, à l'électricité, au centre de santé, à une école décente, eh bien, ça peut freiner les gens à vouloir aller en ville. C'est ce que nous, les techniciens de développement, nous appelons créer la ville au village. Et nous avons ciblé, dans la période 2016-2018, la modernisation de 30 villages dans la province du Nord Kivu, en raison de 5 villages par territoire. Ça fait 30 villages pour la période 2016-2018. Nous pensons à la réhabilitation des structures médicales et à l'approvisionnement en médicaments, parce que nous avons évalué les coûts que les gens sont en train de faire lorsqu'ils vont en Inde. Et nous nous disons, pourquoi ne pas amener en province ce que les gens poursuivent en Inde? Comme ça, on épargne les milliers de dollars, les billets, les séjours, les consultations médicales. Pourquoi ne pas amener ces matériels-là de dialyse, de ceci, à Goma? Et c'est la raison pour laquelle vous avez suivi. Nous avons commencé par l'hôpital provincial, où aujourd'hui, je peux vous affirmer que si vous tombez malade, vous pouvez maintenant aller à l'hôpital provincial du Nord Kivu, où les malades, où les médecins eux-mêmes commencent à arriver à 7 h et rentrer à 17 h et ils commencent à dire que ce sont des corvées. Et nous avons dit, les médecins qui trouvent qu'il ne va pas prester à l'hôpital provincial, qu'il dépose sa démission. Nous avons des jeunes médecins qui terminent, on les affecte là-bas, ils bénéficient. Il y a une équipe robuste à l'hôpital provincial. Quand nous avons fait ça, les gens ici, comme vous aimez manipuler les ethnies, on a commencé à dire nous voulons chasser encore les gens de telle communauté. Alors qu'aujourd'hui, si vous arrivez à l'hôpital provincial, on sent la reprise des services de santé. On sent qu'il y a une prise en charge. On sent que les choses marchent. Et nous allons l'appuyer en matériel pour permettre que les gens qui fuient pour aller en Inde, à Kigali, à Nairobi, ils se font soigner, ils se fassent soigner ici, à Goma. Ça va vous épargner des milliers et des milliers. Et une autre action que nous allons faire, c'est pour 2016-2018, ouvrir au moins 1000 km de routes de dessert agricole pour permettre à ce que, à la fin de la guerre, nous puissions évacuer nos produits de consommation. Alors, mesdames et messieurs de la presse, je ne saurais clore mon propos sans effleurer sur un aspect de l'actualité politique, en appelant toute la population du Nord Kivu à soutenir les dialogues convoqués par le président de la République, parce que, pour moi, le dialogue est aussi une exigence démocratique. J'ai toujours cru au président de la République en son rôle de rassurer et de rassembler, et non de heurter ou de diviser. Il a mis tout son cœur et toute son énergie à être le président de tous les Congolais. C'est pourquoi il a voulu l'ouverture, c'est pourquoi il veut davantage la faire avec les hommes et les femmes de valeur. Il ne leur demande pas de se renier, il leur propose simplement de servir la République. C'est avec cet esprit d'ouverture que nous abordons cette nouvelle année, que les forces vives de la nation sachent s'unir quand il s'agit d'une grande cause nationale.
qu'elle sache s'unir lorsque les événements imposent la nécessité de faire front sans hésiter contre le terrorisme, qu'elle sache vivre et faire vivre la démocratie. Nous vivons une époque singulière, une époque où, face aux difficultés, aux enjeux, aux complexités de notre siècle, tout nous invite à nous tourner résolument vers ce qui nous unit, c'est-à-dire la patrie, à garder espoir et détermination pour construire des lendemains meilleurs. Parce que nous parlons du dialogue, nous parlerons aussi un peu des élections. Est-ce que le ciel devra tomber sur le Congo s'il n'y a pas élection cette année? C'est une réflexion à laquelle on doit inviter les Congolais. Parce qu'en 2006, il était prévu, je crois, 11 élections. On en a organisé 5. En 2011, il était prévu les mêmes 11, ou même plus. On en a organisé 2. Si on voit le cycle, il est décroissant. Et en 2016, on sera à combien? Donc si la progression est de 3, c'est-à-dire 5, on passe de 5 à 2, et de 2, on va passer à combien? Si on respecte les 3, on va passer à moins 1. Ce n'est pas que c'est moi qui le souhaite, mais je suis en train de réfléchir aussi à un intellectuel congolais pour dire, et si il n'y a pas d'argent pour organiser les élections, et que l'on dise, on se prépare, est-ce qu'il faut-il tout détruire? Là, je réfléchis comme intellectuel. Faut-il dire, bon, comme il n'y aura pas élection, on détruit tout ce que nous avons péniblement construit, parce qu'il n'y a pas seulement élection. Alors, après avoir détruit, est-ce que la destruction va organiser les élections? Ce sont là les réflexions qu'on doit mener. Où on va aller dans la rue? Si on va dans la rue, est-ce que la rue a pour finalité l'organisation des élections? Ce sont des réflexions qu'on doit mener. Pour dire, allons dans la rue, allons détruire le gouvernorat du Nord Kivu, allons détruire l'habitation du gouverneur. Est-ce que, après l'avoir mis à sac, ces particules-là vont être l'argent pour maintenant organiser les élections? Ce sont là les débats. Alors, quand on est de l'opposition ou de la majorité, on ne doit plus perdre l'essence de la logique pour dire toute élection normale, lorsque les moyens sont mis sur la table, la République démocratique du Congo demande 16 mois. Pourquoi alors les gens continuent à faire croire à l'opinion qu'il y aura élection en novembre? Si toute élection doit prendre 16 mois, et on n'a pas encore rien commencé en fin janvier pendant que je tiens cette conférence. C'est-à-dire, toute proportion faite, il n'y a pas élection alors en novembre. Alors pourquoi les gens ne veulent pas le dire? Mais comme moi j'ai le courage souvent de dire des choses, moi je le dis que techniquement tel que je vois, inutile de continuer à tromper que non, bon attendons voir en novembre, non. Bon, est-ce que je vais dire le ciel va tomber sur la tête? Alors, pourquoi est-ce que nous voulons dire qu'il y aura élection en novembre alors que les élections doivent s'organiser dans 16 mois si on commence le déploiement aujourd'hui? Bon, 16 mois à partir de janvier 2016. Nous serons à quel mois? Prenons 12 plus 4, nous serons en avril 2017. Donc les débits taux de l'organisation des élections, si on commence à la date du 27 janvier 2017, les débits taux c'est avril 2017. Mais comme on n'a pas encore commencé, la fin tard, personne ne sait. Alors il faut que les intellectuels se mettent autour d'une table pour dire, alors face à ces exigences-là techniques, contre lesquelles personne n'a de réponse, qu'est-ce qu'on fait? Alors les gens se lèvent, oh nous, Front, citoyens, on va voir
si le 20 décembre passe, mais vous allez faire quoi? Parce que ça va passer. Le 20 décembre va passer. Alors, est-ce qu'il faut-il maintenant dire, comme le 20 décembre va passer, détruisons? Pour moi, j'ai dit non. Réfléchissons maintenant. Pour dire, comme le 20 décembre va passer, on fait quoi? Et j'ai suivi la réflexion d'un monsieur qui s'appelle Steve Bicard, qui dit non. Au lieu de commencer à tournoyer, voyons le temps que dure le processus électoral, on organise quelque chose jusqu'à ce temps-là, et puis on fait les élections. Bon, alors les gens disent non, il doit être corrompu, il doit être ceci. Moi, je crois que l'exercice démocratique dans notre pays a fait perdre aux intellectuels congolais certaines valeurs intellectuelles. C'est-à-dire où on ne réfléchit plus intellectuel et logique, où on voit seulement la tête de celui qui est là. C'est comme moi. Moi, je suis partisan de la révision de la Constitution. Et les gens m'ont toujours dit, mais pourquoi? Ce n'est pas à cause du président Kabila. Pour moi, la Constitution de 2006, de 2005 a fait ses preuves. La France, de 1958 à 2015, a fait 25 révisions constitutionnelles. Et si vous voyez de 58 à 2015, nous sommes à 57 ans. En 57 ans, si on fait 25 révisions, ça veut dire toutes les 2 ans, il y a une révision. Et nous, en RDC, depuis 2005 jusqu'à 2015, on ne vient que de faire une révision. Donc nous sommes en progression démocratique par rapport à la France, qui, elle, avait 2 révisions par an. Qu'est-ce que je disais? Chaque 2 ans, une révision. Mais nous, 10 ans, une révision. Qui a une progression démocratique de révision? C'est nous qui nous retenons pour ne pas réviser. Alors, quand on dit révision constitutionnelle, pourquoi les intellectuels congolais pensent que c'est parce que seulement on veut donner au président Kabila la chance de se représenter? Non. Si la Constitution est estimée ne plus répondre aux besoins de la population, la France l'a démontré, lorsqu'elle est attaquée, elle dit non, il y a telle disposition que nous devons faire sauter pour nous permettre d'agir. Mais c'est la révision. Mais ici, quand on parle de révision, tout le monde veut dire non, vous voulez continuer. Non, il faut que les intellectuels congolais cessent de penser, faire des pensées uniques. Par exemple, moi, je suis favorable à un mandat de 7 ans pour la République démocratique du Congo. Pas un mandat de 5 ans. C'est mon point de vue. Et il n'y a personne qui a le droit de me nier ce point de vue parce que j'ai des arguments. Comment pensez-vous qu'un pays comme la RDC, 2 millions de kilomètres carrés, vous donnez à quelqu'un 5 ans, et s'il a un mandat, sincèrement, il fait quoi? Dans 26 provinces, s'il a un mandat, il fait quoi? Il ne fera même pas le tour pour connaître les chefs-lieux de chaque province. Alors pour moi, je considère qu'avec l'immensité de ce pays, et la France qui est toujours une référence, l'a démontré, il faut un mandat de 7 ans, parce que lorsque vous avez un mandat de 7 ans, ça va vous permettre de capitaliser à peu près 3 ans, de pouvoir recoller les morceaux pour avoir un partenariat crédible. À la 4e année, vous commencez à signer le contrat. Et puis, à 3 ans, vous expérimentez la signature de ce contrat. Et vous êtes à 7 ans. Et vous pouvez demander un renouvellement. François Mitterrand a dirigé la France de 1981 à 1995. C'est 14 ans. Jusqu'en 1995, en France, c'était 7 ans. Jusqu'en 2000 d'ailleurs. La révision est intervenue en 2000. La réduction des mandats successifs en France, c'est en juillet 2008. J'étais déjà gouverneur quand en France on a limité les mandats à 2.
Mais quand on parle de ça dans ce pays, ça devient un problème. Les intellectuels congolais considèrent comme si c'est eux qui ont fait la démocratie. Comme si on ne peut pas réfléchir. Alors moi je suis parmi ces intellectuels-là qui pensent que non, toutes ces questions, on doit les mettre sur la table et en parler. Et non pas dire, le 20 novembre, il n'y a pas élection, vous allez voir. On va voir quoi? Il n'y a pas élection, il n'y a pas moyen, il n'y a pas ceci. On prend acte et on définit qu'est-ce qu'on fait ensemble. Mais dire qu'on va détruire, on va aller dans la rue, comme si c'est la rue qui va donner les moyens pour organiser les élections. Il y a la rue, et ça moi je l'ai dit, en réfléchissant dans l'hypothèse du pire. Si on va dans la rue, qui prend le pouvoir? Vous pensez que c'est ces gens qui claironnent dans les médias, un civil peut prendre le pouvoir quand c'est la rue qui dirige? Chacun peut trouver sa réponse. Quand la rue dirige, celui qui prend le pouvoir n'est pas un civil. Et quand un non-civil prend le pouvoir, est-ce que c'est ça l'élection? Donc dans tous les cas, dans toutes les figures, élection ou pas élection, ce ne sont pas ceux qui parlent dans les médias qui ont le pouvoir, même dans les pires des cas. Alors, au lieu de casser les pays et de nous retrouver autour d'une table et de dire, organisons un passage en douceur de la date du 20 novembre pour que nous organisions les élections à telle date et ne pas casser les pays. Entre organiser ça, comme de façon civilisée, et casser les pays, qu'est-ce que les Congolais choisissent? C'est ça ce que nous devons vous demander. Le 20 novembre, ça va passer, ou 20 décembre, ça je n'ai pas peur de le dire, ça passera. Parce que je ne vois pas moi, aujourd'hui, même si les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, nous mettent 1 milliard sur la table aujourd'hui, il n'y a pas élection en novembre. Parce que, nous devons faire la révision du fichier électoral. Cette révision, minimum, ça vous prendra 6 à 8 mois. Et là, nous sommes en septembre. La commande des bulletins de vote pour 40 millions de Congolais, pour 400 partis. C'est-à-dire, un bulletin de vote, c'est à peu près 12 pages. Et donc pour faire 40 millions pour autant de partis, ça va vous faire autour de 10 000 tonnes à transporter. Alors dans ce pays, l'avion qui peut recevoir le plus grand nombre de tonnes, c'est peut-être 60 à 80 tonnes. Il faudra combien de rotations pour amener les 10 000 tonnes de là où sont faits les bulletins jusqu'à l'aéroport qui peut recevoir un avion de 60 tonnes? Combien de rotations? Divisez 10 000 par 60 tonnes. Et maintenant, de l'aéroport qui va recevoir ces bulletins jusqu'aux aéroports de l'intérieur qui vont recevoir les 10 tonnes, les 20 tonnes, comme au Goma ici. Et à partir de Goma, maintenant il faut faire les déploiements à l'intérieur. Ici chez nous ça va encore, aller à l'Équateur. Donc ça veut dire techniquement, ce n'est ni la faute de Julien, ni la faute de Kabila. Techniquement, il va être impossible. Alors, parlons de ces choses-là en intellectuel pour dire, comme techniquement il est impossible d'organiser les élections, on fait quoi? Voilà les dialogues. Venez, si vous avez votre génie, dites-nous comment, avec ces difficultés, en novembre, on organise les élections. Mais vous ne voulez pas venir au dialogue pour amener votre expertise, nous montrer comment 10 000 tonnes vont arriver là où il n'y a pas de route, à un espace de quelques mois. Venez, donnez votre expertise et on y va. Et le chef de l'État a vu tout ça, il dit venez. Il ne violera pas la Constitution. Parce que le chef de l'État ne peut pas se représenter aux élections tant qu'il n'y a pas de révision constitutionnelle. Les gens qui nous prêtent des intentions qu'il va se représenter, c'est faux. Parce qu'il ne peut se représenter que lorsqu'on a
on a révisé la Constitution. Et c'est ça la procédure. Et si on vous demande de réviser la Constitution, de faire sauter l'article 220, ce n'est pas aussi un tabou. Parce que ça ne peut se faire que par référendum. Référendum, ça veut dire, on demande au peuple, est-ce que peuple, vous acceptez qu'on fasse sauter l'article 220, oui ou non? Si vous, le peuple, vous dites oui, mais quelle est l'erreur de celui qui a demandé? Mais si le peuple dit non, bon, quelle est l'erreur de celui qui a demandé? Alors, il y a des politiciens congolais qui veulent tromper l'opinion que non, même pour appeler au référendum, ça devient une violation. Non. Si le président vous appelle, vous, peuple congolais, au référendum pour faire sauter l'article 220 et tous les articles verrouillés, c'est vous le seul souverain. C'est ce que dit la Constitution, vous le peuple. Si vous faites sauter l'article 220 pour dire qu'il y peut y avoir 3, 4 et 5 mandats, c'est vous qui le voudrez, on va y aller. Donc le jour où le président Kabila va se réveiller, parce que la Constitution lui reconnaît l'initiative de la convocation du référendum, le jour où il va se réveiller et dire « Je convoque le référendum pour voir si le peuple peut autoriser qu'on fasse sauter la question des 2 mandats, qu'on laisse les mandats ouverts. » Il n'y aura pas de violation de Constitution. Jusqu'au jour où le peuple se prononcera, oui ou non. Si le peuple dit non, il n'y a pas de révision constitutionnelle. Si le peuple dit oui, il y aura révision. Et donc attendez-vous les jours où on va faire le référendum. Si seulement vous dites oui, nous allons au 3e mandat. Donc dire ça, ce n'est pas être pro Kabila, ce n'est pas être contre Kabila. Dire ça, c'est vous dire ce que la Constitution dit. Mais les intellectuels ont souvent caché ça, comme si l'initiative du référendum, c'est une violation. Il n'y a rien de violation. Et moi, je vous l'ai dit en tant qu'homme et femme des médias, parce que vous faites porter la voix beaucoup plus loin. Et je vous remercie parce que c'est grâce à vous que mes idées sont connues. Et il y a des gens qui me disent souvent, mais toi, le président Kabila t'a déjà donné combien d'argent pour que tu parles de tout ça? Non, ce n'est pas quelque chose d'argent, c'est quelque chose de réflexion. Et un pouvoir, je vous l'ai dit, et les opposants doivent me suivre, tout pouvoir fait tout et orchestre tout pour rester le plus longtemps. C'est-à-dire, lorsque nous montons des mécanismes pour rester au pouvoir, nous ne violons aucune règle en politique. Il faut que les opposants le sachent. Si nous devons faire sauter l'article 220 et que c'est accepté, c'est ça la politique. Donc là, nous serions en train de faire de la vraie politique. Si les opposants aussi nous contrecarrent à ne pas arriver à cet objectif, c'est qu'eux aussi font de la vraie politique. Donc demain, lorsque nous allons demander à faire sauter l'article 220 et que les opposants ne réussissent pas à nous battre, nous les aurons battus. Si on n'arrive pas à les faire sauter, c'est eux qui auront gagné. Ils auront fait de la politique aussi. Donc, en politique, et ça, je l'ai dit aux enfants du Nord Kivu, celui qui est au pouvoir, il fera tout pour y rester. Et quand il fait tout pour y rester, il ne viole aucune règle en politique. Donc si Julien veut rester gouverneur pendant 10, 15, 20 ans et qu'il réussit à le faire, il ne viole aucune règle en politique. C'est ça les jeux politiques. Alors, quand je reste pendant longtemps, il y en a qui grincent les dents. Vous allez mourir pour rien parce que j'exerce, je fais ce que la politique me demande de faire. Si Kabila veut rester pendant 15, 20, 30 ans et que... Voilà, chers membres de la presse, s'il y a des opposants qui m'écoutent, qu'ils se préparent plus tôt. Je sais que les discours commencent à finir, parce qu'à Boutem, par exemple, on a asphalté des routes, les gens qui nous ingèrent là-bas, ils vont dire quoi? Voilà pourquoi nous pouvons encore retarder davantage les élections pour permettre que nous fassions encore quelque chose
Comme ça, des discours là, davantage, ça va finir dans les bouches des gens. C'est une stratégie aussi en politique. Donc, mes chers frères, moi, mon seul péché, c'est que moi, je dis ce que je pense. Et en disant ce que je pense, les gens m'accusent de tous les maux. Alors, aussi grandes soient-elles, les difficultés auxquelles notre époque et notre société sont confrontées ne doivent pas pour autant se transformer en menaces ou en danger qui serviraient les vendeurs du vent et les théoriciens du chaos et de l'hécatombe, ou mieux qui servirait une politique de la peur ou de la terreur, ni en promesses utopiques qui servirait une politique du mensonge, comme c'est souvent le cas des extrêmes. Entre les deux, il convient de laisser une place à l'espoir. Un espoir avec des exigences, celle du dialogue, celle de la vérité, celle de la parole donnée, celle de la paix et du respect des engagements, celle de l'effort et parfois des sacrifices. Mais un espoir pour que 2016 ne soit plus l'année de l'incertitude, mais l'année des nouveaux horizons de paix. Pour que 2016 ne soit pas seulement une année de projet, mais une année de progrès. Pour que 2016 ne soit pas seulement l'année des grands enjeux, mais du choix d'un destin collectif. Pour que 2016 soit pour chacune et chacun d'entre vous, non pas seulement une année de plus, mais une année du mieux, une année de paix, une année du succès, une année de santé, une année de bonheur, mesdames et messieurs. Je m'apprête à toutes vos questions et que Dieu vous guide dans leur formulation. Merci. Excellence, Monsieur le Gouverneur, nous vous remercions pour votre exposé, c'est brillant. Et nous allons passer déjà à la phase de questions. Nous allons